Bonjour à tous, je m'appelle Yves Grégoire, je suis animateur du groupe de travail ETICS avec revêtement dur, actif au sein du CSTC. Dans ce webinaire, je vais vous présenter les raccords entre ETICS avec revêtement dur et menuiserie. Il y a différents points d'attention relatifs aux détails. Il faut d'abord considérer que les ETICS constituent une façade à simple barrière face aux intempéries, ce qui en fait une technique sensible. On doit veiller à écarter du plan de la façade l'eau de pluie qui ruisselle sur cette dernière. La réglementation thermique exige de tenir compte des nœuds constructifs. On devra également tenir compte du confort acoustique et de la prévention incendie. On peut déjà dire qu'une bonne conception et réalisation des détails est d'une grande importance. Comme déjà dit, les ETICS constituent une façade à simple barrière face aux intempéries. En effet, il n'y a pas de coupure de capillarité ni de ventilation derrière le revêtement, c'est le propre des systèmes composites. Le revêtement dur est un revêtement de faible épaisseur et ou à faible capillarité. On aura donc un faible effet tampon et un rapide ruissellement de l'eau de pluie sur la façade. On devra donc veiller à bien écarter l'eau qui ruisselle sur le parement et donc le traitement des détails est très important. Concernant la réglementation PEB, qui exige de tenir compte des nœuds constructifs pour les bâtiments neufs et assimilés en particulier, alors on recommande également de respecter ces nœuds constructifs dans la mesure du possible en rénovation. La réglementation propose 3 options pour tenir compte des nœuds constructifs. L'option A, qui est un calcul détaillé du supplément de niveau K, ce serait une méthode relativement fastidieuse à mettre en œuvre. L'option B, qui est la méthode des nœuds PEB conformes. Et l'option C, qui est la méthode forfaitaire où on ajoutera 10 points supplémentaires au niveau K. Dans l'élaboration des détails dans cette présentation, on s'est basé sur l'option B, c'est-à-dire qu'on a montré que les nœuds constructifs satisfont à l'une des 3 règles de base. La règle de base numéro 1, c'est la continuité des couches d'isolation par une épaisseur de contact minimale. Cette épaisseur de contact minimale des contacts devra être supérieure ou égale à la moitié de la plus petite des épaisseurs des couches d'isolation adjacentes. Par exemple, dans le cas du raccord entre l'isolation de toiture et l'isolation de façade, si l'isolation de toiture a une épaisseur de 20 cm et l'isolation de façade une épaisseur de 25 cm, des contacts devraient être supérieurs ou égal à 10 cm. Le principe est équivalent pour les menuiseries sans coupure thermique. Là, généralement, ce sera le dormant du châssis qui aura l'épaisseur la plus faible, soit 8 cm, et bien la distance de contact, l'épaisseur de contact minimale sera de 4 cm. La même règle vaut lorsque l'isolation est posée en bâté par rapport à la menuiserie. On aura une épaisseur de contact minimale de 4 cm à la jonction entre isolant de l'ETICS et la menuiserie. Pour les châssis avec coupure thermique, il y a une règle supplémentaire, c'est que l'isolation de la façade doit ponter absolument la coupure thermique du dormant. Et donc dans ce cas, la pose en bâté peut poser problème puisqu'on ne ponte pas la coupure thermique de la menuiserie et on a un fameux pont thermique par le dormant de la menuiserie. La règle de base numéro 2, c'est la continuité des couches d'isolation par isolant interposé. Il y aura 3 exigences à vérifier. L'exigence sur la valeur lambda de cet isolant interposé, l'exigence de la valeur R, résistance thermique, et l'exigence sur l'épaisseur de contact, qui est assimilable à la règle que l'on vient d'évoquer pour la règle de base numéro 1. 2 exemples courants que l'on rencontre dans le bâtiment. Au niveau des acrotères, par exemple, on va placer un élément isolant interposé afin d'assurer la continuité entre l'isolation d'une part de la toiture et d'autre
d'autre part de la façade. Le cas est le même en pied de mur, où on va placer un élément isolant interposé pour assurer le raccord entre l'isolation de la façade et l'isolation du plancher. Troisième règle de base, c'est la longueur minimale du chemin de moindre résistance thermique qui doit être supérieure ou égale à 1 mètre. On va généralement rencontrer cette règle pour les pieds de mur. On ne l'abordera pas dans la suite de ce webinaire, donc je ne m'y attarde pas. Au niveau du confort acoustique, les ETICS sont constitués de couches légères qui n'entravent pas la transmission du bruit. On pourrait donc avoir des fuites acoustiques, mais ce sont des phénomènes qui sont encore peu étudiés. Je vais vous montrer quelques exemples. Tout d'abord, ici, vous voyez en jaune l'isolation extérieure, en gris la maçonnerie et la menuiserie. Eh bien, on voit que la couche jaune n'entrave pas la transmission du bruit et on va obtenir aisément une fuite acoustique perturbante. Deuxième exemple, lorsque l'on aura placé des éléments isolants interposés, par exemple pour assurer le pontage de la coupure thermique de la menuiserie à coupure thermique, on va avoir également une fuite acoustique. Troisième cas, lorsque l'on aura placé un élément isolant interposé sous la menuiserie pour éviter le contact et le pont thermique entre le seuil en alu et le mur porteur, on aura également une fuite acoustique. Et donc, en environnement moyennement à fortement bruyant, on pense au bruit de circulation, certaines solutions seront donc moins adéquates. Le raccord général aux ouvrages est réalisé comme suit. Entre l'élément de façade ou l'ouvrage et l'isolation, on appliquera une bande d'étanchéité compressible, le numéro 4 sur la figure montrée. Entre la finition et l'élément de façade, on appliquera un cordon élastique de mastic approprié et son fond de joint. Le mastic va nécessiter évidemment un entretien régulier. Sur la photo, vous voyez un exemple d'un rouleau d'une bande d'étanchéité compressible. Petite parenthèse, lorsque le revêtement dur n'est pas jointoyé, par exemple lorsque l'on souhaite un aspect maçonnerie collé à joint mince, la pose du mastic et du fond de joint est souvent omise. Dans ce cas, la bande d'étanchéité comprimée sera la seule protection face aux infiltrations d'eau, ce qui est en fait une solution plus risquée. Au niveau du seuil, vous voyez ici 3 illustrations qui montrent ce que l'on doit faire et ce que l'on ne devrait pas faire. Donc tout d'abord, les seuils doivent être munis de rehausses latérales et arrière. Le larmier du seuil doit être situé à minimum 30 mm du plan de la façade. On devra veiller à écarter l'eau de pluie du plan de la façade. On devra prévoir des profilés de soutien, par exemple tous les 60 cm environ. Et une bande d'étanchéité comprimée sera placée à la jonction avec l'isolant sur le pourtour du seuil et au contact de la menuiserie, comme illustré sur la photo. Mentionnons encore que l'on va distinguer les seuils métalliques, généralement en aluminium. Ils sont bien adaptés aux ETICS. On devra privilégier les seuils avec embouts amovibles qui permettent de reprendre une certaine déformation thermique du seuil et des embouts munis de coussinets d'étanchéité qui vont permettre d'assurer l'étanchéité à l'eau à la jonction entre l'embout et le seuil. Si la longueur dépasse 3 mètres, on devra prévoir des raccords coulissants et une membrane sous le seuil. On distingue d'autre part les seuils en matériaux durs, en béton ou en pierre bleue par exemple. Ils sont adaptés, bien qu'ils ne présentent pas de protection verticale et s'écartent donc du casse-goutte idéal, va-t-on dire. Si plusieurs éléments adjacents ou ne sont pas parfaitement étanches à l'eau, on devra prévoir une membrane d'étanchéité sous les seuils. Au niveau de la position de la menuiserie, jusqu'à présent, fréquemment, on rencontrait cette configuration
de pose de la menuiserie à cœur et à fleur du mur porteur. La liaison avec les TIX est aisée à faire dans ce cas, mais de plus en plus, on est confronté à la configuration suivante, c'est-à-dire la menuiserie posée en applique, c'est-à-dire de manière excentrée par rapport au plan du mur porteur. En fait, il y a trois configurations possibles: la pose en applique, la pose à cœur et à fleur, et la pose à cœur que l'on va plutôt rencontrer en rénovation, mais qui, au niveau des raccords, peut s'apparenter à la deuxième configuration. Concernant la menuiserie posée en applique, elle permet une meilleure continuité de l'isolation thermique. Elle convient bien tant au châssis avec et sans coupure thermique. Les règles de base sont aisées à respecter, ce sera en général la règle de base numéro 1, mais il y a une attention particulière à prêter au confort acoustique. Je reprends l'illustration que j'ai déjà montrée. Donc, cette configuration est déconseillée en environnement moyennement à très bruyant, mais on peut surpasser cette problématique en prévoyant un pré-cadre isolant, qu'il soit en bois ou en matériaux à base de polyuréthane ou de polystyrène, comme illustré sur la figure. Sur base de ces considérations, on obtient les détails suivants. Donc vous avez la coupe en plan et la coupe en élévation. On distingue bien le mur porteur en maçonnerie. Et les TIX avec son isolation ici illustrée en jaune. On comprend aisément que la continuité de l'isolation thermique est aisée à respecter. Au contact entre les TIX et la menuiserie, on va retrouver, comme déjà dit, le mastic d'étanchéité de façade, le fond de joint et la bande d'étanchéité comprimée. Sur base de ça, on obtient une vue en 3D qui est illustrée sur le slide ici. À nouveau, à la jonction entre les TIX et le seuil et la menuiserie, on va retrouver la bande d'étanchéité comprimée, le fond de joint et le mastic d'étanchéité de façade. Ici est reprise une illustration d'une réalisation pratique. On voit bien les deux cornières support du seuil, la pose préalable d'un isolant interposé pour assurer une coupure thermique au droit des équerres. Dans ce cas-ci, le concepteur a prescrit un écran à l'air entre la menuiserie et la maçonnerie. Notons toutefois que si on a réalisé des raccords intérieurs entre le plafonnage et la menuiserie bien étanche à l'air, cette mesure est selon nous superflue, pas indispensable. Abordons à présent les menuiseries posées à cœur. Donc là, la continuité de l'isolation thermique sera moins optimale. Dans le cas des châssis sans coupure thermique, on devra créer une battée dont l'épaisseur de contact devra être supérieure ou égale à la demi-épaisseur du dormant. Donc si l'épaisseur du dormant est de 8 cm, on devra avoir une épaisseur de contact de 4 cm. Avec l'évolution et les tendances à développer des châssis beaucoup plus minces, on va quand même avoir parfois des difficultés à respecter cette épaisseur de contact minimale. Donc cette épaisseur de contact, on doit la respecter sur les faces latérales, mais également sur les faces supérieures et surtout inférieures de la menuiserie. Si l'on opte pour un élément isolant interposé pour éviter le pont thermique, on voit à nouveau qu'on a une fuite acoustique préjudiciable. La configuration sera alors déconseillée en environnement moyennement à très bruyant. Dans le cas des châssis à coupure thermique, le choix est moins judicieux. D'un point de vue thermique, tout d'abord, comme on l'a déjà dit, la pose en battée ne permet pas de ponter la coupure thermique de la menuiserie. Et si l'on opte pour un élément isolant interposé pour ponter cette coupure thermique,
on a le risque de fuite acoustique et donc la configuration sera déconseillée en environnement moyennement à très bruyant. Sur base de toutes ces considérations, on obtient les détails types, donc la coupe en plan et la coupe en élévation. On distingue à nouveau la maçonnerie portante, l'étix avec son isolant illustré en jaune et son parachèvement. On voit que la distance de contact devra être respectée en fonction de l'épaisseur du dormant. Et à la jonction entre l'étix et la menuiserie, à nouveau, on va retrouver le mastic d'étanchéité de façade, le fond de joint et la bande d'étanchéité comprimée. La distance de contact, donc l'épaisseur de contact minimale doit être respectée sur les faces latérales, mais également en dessous. On voit sur la coupe en élévation qu'on a prévu une sorte d'extension du cadre dormant de la menuiserie pour permettre de respecter cette exigence. On voit néanmoins parfois sur chantier que l'espace libre laissé entre la menuiserie et la maçonnerie est comblé à l'aide, disons, de bricaillons. On ne pourra dans ce cas pas respecter la distance de contact minimale, on aura un pont thermique. Et si l'on observe les photos, on voit également que l'extrémité des seuils est assez proche du nu de l'ébrasement de la maçonnerie adjacente, ce qui veut dire que dans ce cas, la distance de contact minimale sur les faces latérales de la menuiserie ne pourra pas être respectée par le façadier. Ces solutions sont donc à proscrire. On obtient à nouveau la vue en 3D. À nouveau, on peut voir l'étix avec son isolant en jaune et son parachèvement. Et on voit bien, à la jonction entre l'étix et la menuiserie et le seuil, le mastic d'étanchéité de façade en 3, le fond de joint en 2 et la bande d'étanchéité que l'on peut voir illustrée en rouge, le numéro 1, qui longe bien la menuiserie et fait le tour du seuil. Nous avons jusqu'à présent publié 2 dossiers relatifs aux étix avec revêtement dur. Le premier concernait les performances des systèmes et la sélection des matériaux. Le second concernait la mise en œuvre, où on peut retrouver certains des détails que je vous ai exposés. En tout cas, tous les détails seront repris dans la future note d'information technique qui devrait être publiée au plus tard en 2021. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.